Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ici sur site et en visio pour cette soutenance de doctorat. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du jury présents ici et Pascal en ligne d'avoir pris le temps d'évaluer ce travail, de nous faire des retours. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'objet de ma thèse qui a été la conception d'ouvrages en génie végétal à des fins de stabilisation de berges de rivière. Et je vais vous emmener avec moi dans la démarche qu'on a développée tout au long de ces 3 années. Donc, on a cherché à comprendre les défaillances pour aboutir à des réalisations plus robustes. Dans un premier temps, je vais donc vous donner quelques mots introductifs autour du génie végétal pour la stabilisation des berges de rivière. Donc, on vient parler de ces techniques lorsqu'on a un enjeu anthropique à protéger. Ici, on a des vignes, mais on peut aussi avoir des habitations, par exemple. Et lorsque l'on a une berge instable qui vient menacer cet enjeu anthropique. Donc, il faut savoir que l'érosion en berge de rivière est donc un phénomène naturel qui est nécessaire au bon fonctionnement des rivières. Et avant de venir mettre en place un ouvrage, on peut donc se poser quelques questions pour voir s'il est justement possible de ne pas venir mettre d'ouvrage supplémentaire sur cette rivière. Donc, en premier lieu, on peut se demander si on peut déplacer les enjeux. Si on peut ensuite agir sur la cause de l'instabilité de berge, par exemple s'il s'agit d'un déficit sédimentaire qui pourrait être traité par ailleurs. Et enfin, si ce n'est pas le cas, on peut envisager un ouvrage qui peut être de type génie civil ou génie végétal ou génie mixte qui va associer ces techniques. Dans le cadre de notre étude, on va donc s'intéresser au génie végétal qui consiste à mettre en œuvre des plantes vivantes et mortes dans des ouvrages d'ingénierie construits, c'est-à-dire qu'on vient assembler des plantes qui vont pousser pour venir stabiliser le talus. On a donc le même site un an après avec un début de reprise de la végétation. À terme, l'idée, c'est que la végétation se développe, comme vous pouvez le voir sur le fond de cette image, et donc on ne verra plus l'ouvrage et on aura un ouvrage qui sera complètement intégré. C'est pourquoi on dit que ces techniques sont inspirées des modèles naturels. Le génie végétal peut être travaillé avec différentes sortes de végétation qu'on retrouve en berge de rivière. Donc, ça peut être les xélophytes, des espèces arbustives, des espèces arborées. Et dans le cadre de la thèse, on s'est principalement concentré sur les saules, qui sont des espèces arbustives à arborées, qui sont des espèces pionnières, donc on retrouve beaucoup sur les milieux rivulaires, qui aiment les milieux plutôt ouverts et qui acceptent tout à fait d'être remodelés au gré des crues. Maintenant, quelques mots. Donc, avec le génie végétal, on cherche à stabiliser avec les plantes les berges de rivière. Donc, quelques mots sur la stabilité des berges en tant que processus naturel. La stabilité peut dépendre de processus fluviaux et de processus terrestres. On a différents types d'érosion qui peuvent apparaître. On va avoir des phénomènes fluviaux associés au transport sédimentaire. Donc, à chaque fois que vous verrez ces petits symboles apparaître, ces petits cailloux, c'est qu'il y aura une référence associée directement à ce type d'érosion durant la présentation. En déclencheur, pour ces processus, on va avoir essentiellement l'énergie associée aux écoulements, mais aussi les vagues et les variations de niveau d'eau. Et finalement, ces processus fluviaux de transport sédimentaire, on va les retrouver, ils vont être plutôt prédominants dans des matériaux peu cohésifs. La cohésion, c'est la manière dont les matériaux se tiennent ensemble. Maintenant, si on regarde plutôt ce qui se passe du côté des processus terrestres, on va avoir des phénomènes très rapides comme les glissements de terrain et aussi des ruissellements. On va avoir des effets facilitateurs avec les cycles de gel-dégel, les cycles de sécheresse et l'infiltration, et des phénomènes combinés avec une érosion en pied de berge, comme je vais vous l'expliquer juste après. Et pour que ces processus terrestres, notamment les glissements de terrain, puissent avoir lieu, il faut qu'on ait plutôt présence de cohésion. Donc, l'ensemble de ces processus n'ont jamais lieu de manière unique et individuelle, ils sont souvent combinés. Donc, par exemple, ici, on a la combinaison avec une érosion de pied de berge qui vient par transport sédimentaire, par transport de particules, enlever les matériaux au niveau de l'eau, là, ici, sur ce schéma. Et ensuite, on a la partie supérieure, parfois plus cohésive, par exemple, avec la présence de végétation, qui va venir glisser. Et donc, on a petit à petit une érosion de berge qui s'installe. Donc, c'est ce qu'on voit un peu ici sur cette image, avec de la végétation qui va être suspendue et qui, après, va éventuellement tomber dans la rivière. L'ensemble de ces phénomènes dépendent de différentes propriétés, donc des propriétés abiotiques de la berge, par exemple les types de sédiments, leur texture, leur taille, la forme de la berge comme la pente, et ça va dépendre également de la teneur en eau. Ces paramètres abiotiques sont modifiés par des paramètres biotiques, qui vont être par exemple la présence d'animaux fouisseurs, la présence de végétation qui va jouer un rôle sur la cohésion des sols, et d'autres espèces comme les champignons ou les bactéries. Et donc, il va y avoir un système de navigation entre tous ces paramètres qui vont se modifier mutuellement.
Finalement, au milieu de tout ça, on est dans un univers construit, on travaille dans des espaces qui sont essentiellement modifiés par l'être humain. Donc, on a un impact humain qui va être fort sur l'ensemble de ce système. Par exemple, le changement climatique qui va modifier l'intensité des tempêtes, la destruction de la biodiversité qui peut agir sur les modificateurs biotiques, des effets d'aménagement de territoire qui peuvent modifier la disponibilité sédimentaire et différentes activités de loisirs. Et l'ensemble en fait, de ces propriétés, en fonction de leur état, elles vont venir jouer sur l'intensité et l'efficacité des différents types d'érosion qu'on va pouvoir rencontrer. Dans le cadre de la thèse, ce qui nous intéresse spécifiquement, ça va être le lien entre ces différents types d'érosion et la végétation, puisqu'on parle de génie végétal. Maintenant qu'on a vu les processus naturels de stabilité de berge, je vous propose de dire quelques mots sur le rôle que peut avoir la végétation justement par rapport à cette stabilisation. Donc, on a les parties aériennes qui vont avoir de multiples effets, mais essentiellement des effets sur les écoulements, avec un ralentissement des écoulements, favorisant la sédimentation et protégeant directement la berge. Et on a les systèmes racinaires qui vont avoir également cet effet de protection directe, mais aussi un effet d'ancrage et de maillage du sol pour retenir les sédiments. La partie vivante de la végétation va également jouer un rôle sur la quantité d'eau présente dans la berge. La végétation, elle a donc des effets positifs et négatifs vis-à-vis de la stabilité. C'est des effets qui sont extrêmement difficilement quantifiables et discernables les uns des autres, avec beaucoup d'effets de rétroaction. En tout et pour tout, on peut se souvenir qu'on a quand même une balance favorable à la stabilisation, c'est pour ça qu'on utilise ces techniques. Et on comprend bien qu'il est nécessaire d'avoir une bonne reprise de la végétation pour avoir une stabilisation. Et donc, au fur et à mesure que la végétation va reprendre, on va avoir un renforcement dans le temps associé à ces techniques. Sur la base de ces connaissances, je vais donc maintenant vous présenter les besoins techniques et scientifiques qui ont mené à la problématique qui a été traitée durant la thèse. Donc ici, on a un site avec à gauche une berge qui pourrait être issue d'un ouvrage en génie végétal après plusieurs années et à droite un ouvrage typé génie civil. Donc, en plus de la manière dont la végétation vient stabiliser la berge, voici quelques avantages que peut avoir le génie végétal, donc notamment un net avantage écologique. Il va avoir également des capacités régénératrices puisqu'on utilise une végétation qui a l'habitude d'être cassée et d'être en mesure de repousser. Et il faut savoir également qu'il existe des retours d'expérience en milieu contraint, donc avec forte pente ou en milieu urbain, par exemple, l'utilisation du génie végétal qui ont marché. On peut donc se demander finalement pourquoi ne pas avoir mis de génie végétal sur ce site. Donc là, la littérature, elle nous dit, notamment des études de sociologie, elle nous dit qu'il y a un sentiment de sécurité qui est apporté par ces ouvrages, notamment vis-à-vis des enjeux à l'arrière. Également des habitudes culturelles. Le génie végétal, il est utilisé depuis plusieurs milliers d'années. Et le génie civil, lui, a été développé plutôt à partir des 30 glorieuses avec le progrès technique. Et donc, toutes ces dernières années, on a plutôt eu l'habitude d'aménager notre territoire avec ces techniques de génie civil. Également, ce sont des techniques qu'il est possible de justifier par des approches mécanistes qui vont être non dépendantes du vivant. Et on connaît leur mode de défaillance, donc on peut les suivre, on peut les réajuster, les réadapter. Au regard de ça, on s'est donc demandé comment est dimensionné finalement le génie végétal aujourd'hui. Et est-ce que c'est ce manque d'éléments qui pourrait être un frein à une utilisation plus massive de ces techniques? Donc, le génie végétal, c'est avant tout un dimensionnement empirique, donc à dire d'experts et par essai-erreur, finalement. Chacun a pu progresser dans ses connaissances pour pouvoir développer les techniques. Il existe dans la littérature différents retours d'expérience, mais qui sont plutôt des retours au cas par cas. Très peu d'éléments quantitatifs associés à ces défaillances, finalement. Le vivant, c'est quelque chose qui va être aléatoire, redondant et qui revêt une certaine complexité. Et donc, l'ensemble fait qu'on ne peut pas utiliser des approches mécanistes pour le dimensionnement du génie végétal. Et donc, ça nous a mené à un manque finalement d'éléments et d'outils de dimensionnant pour l'usage de tout à chacun. La question qu'on s'est posée dans la thèse, donc, est comment, en s'appuyant sur la connaissance quantitative des défaillances, il est possible d'assurer la pérennité des ouvrages et d'accroître la confiance allouée en leur conception. L'objectif finalisé de ces travaux va être de rendre donc plus accessible leur usage. En effet, cette thèse, donc, on l'a montée en collaboration, donc elle est financée par Suez Consulting et en collaboration avec le laboratoire INRAE,
pour avoir justement cette finalité aboutie. Et donc, on est vraiment dans un cadre de recherche appliqué pour les travaux que je vais vous présenter. On a senti que c'était le bon moment, si on peut dire, pour réaliser cette thèse, parce qu'elle correspond en fait également à un besoin qui a été relevé en ingénierie. Aujourd'hui, le génie végétal, c'est une pratique mature. Il existe un grand panel d'ouvrages existants, avec des connaissances afférentes, mais on voit que son utilisation plus régulière dans certains territoires est bloquée finalement par ce manque d'éléments de dimensionnement. Et donc, l'objectif de la thèse, ça va être également aussi de faire communiquer gestion et recherche pour avancer sur ces questions. Je vais donc maintenant vous détailler les questions scientifiques qui ont découlé de cette problématique générale. En premier lieu, on a donc cherché à comprendre quels sont finalement les processus de défaillance qui ont lieu sur ces ouvrages. Vous avez ici un ouvrage de génie végétal de Pietberg qui est la fascine, qu'on va retrouver tout au long de la présentation. Donc, une fascine, c'est quoi? C'est des pieux avec à l'intérieur des branches qui sont en contact avec le sol et que vous pouvez reprendre. Et on voit bien donc dans cette illustration que la fascine ne joue plus son rôle stabilisateur. Ce premier axe est développé en deux questions. La première, que peut-on apprendre d'un retour d'expérience terrain sur la définition et la quantification des types de défaillance? Et la deuxième question qui est, que peuvent nous raconter les expérimentations en modèle réduit, comme vous pouvez voir sur l'image, sur les processus de défaillance des différentes techniques? Donc, à chaque fois, sous ces questions, vous retrouvez en italique les articles scientifiques publiés pour chacune de ces questions. Tous les articles publiés aujourd'hui sont disponibles en libre accès. Donc, c'est un choix d'avoir voulu partager les enrichissements apportés par cette thèse. Et également, lorsque vous verrez ce petit symbole, c'est que les données afférentes à chaque sujet sont disponibles en ligne pour tout à chacun. Donc, riche de ces enseignements sur la connaissance des processus et des types de défaillance, on a réalisé qu'il était intéressant de regarder finalement ce qui se passe en Pietberg, qui, comme on va le voir, est vraiment un point clé pour le dimensionnement des ouvrages de génie végétal. Donc, ce qu'on appelle le Pietberg dans cette présentation, ça va être ce qui se passe finalement sous cette ligne jaune. Et donc, ça va être tout ce qui se passe sous le niveau de reprise de la partie aérienne des espèces arbustives en berge. C'est-à-dire qu'on voit que sur cette ligne jaune, on n'a plus de tronc, on va avoir éventuellement des herbacées, des mousses ou des racines, mais on n'aura pas d'espèces arbustives. Cette partie s'est découlée en deux temps. Donc, une première partie côté rivière plutôt, où on a regardé finalement comment estimer la profondeur d'affouillement en méandre. L'affouillement en méandre étant un processus, les méandres étant les secteurs où on trouve très souvent des ouvrages de génie végétal, et donc particulièrement sensibles aux défaillances. Donc, à gauche, vous avez un schéma illustrant ce processus. Et ensuite, on a regardé en berge, cette fois-ci, sur les aspects stabilisateurs, quels sont les effets que les systèmes racinaires peuvent avoir. Pour finir, on a regardé donc, quelles prescriptions opérationnelles on pouvait tirer de l'ensemble de ces travaux. Et donc, en premier point, on a cherché quelles sont les modifications structurelles qui pouvaient être apportées à ces ouvrages. Donc, au regard du diagnostic et des développements apportés dans la deuxième partie sur le Pietberg. La seconde référence ici, pour information, les fiches illustrées bois, c'est un document technique, donc il n'a pas été revu par les pairs, contrairement aux autres articles cités sur cette diapo. Et finalement, on a voulu faire un pas de côté et avoir un regard aussi plus complet à l'échelle des projets de génie végétal. On a donc mis en place un atelier en intelligence collective pour chercher à savoir quels sont les savoirs collectifs des experts autour de ces éléments. Voilà, je vous ai donc détaillé et de façon illustrée l'ensemble des questions scientifiques qui ont été vues pendant la thèse. Et ça va nous servir pour la suite de la présentation comme plan en fait, des différents éléments que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, je vous propose de décrypter les défaillances et de parler du retour d'expérience de terrain ainsi que des expérimentations en modèle réduit. Concernant le retour d'expérience terrain, donc, il a été fait à partir de données issues de la base de données GénieVeg, qui compte aujourd'hui plus de 1000 ouvrages de génie végétal et qui est disponible en ligne.
visibles en ligne et de visites de terrain complémentaires. On a donc retenu 9 techniques dans le cadre de l'étude de protection directe. Donc, on a évacué les ouvrages en travers comme les épis, par exemple. On a retenu 223 sites qui présentaient des défaillances, avec un peu plus de techniques, puisqu'on peut avoir plusieurs techniques par site. Et au total, on a donc pu analyser 454 observations de causes et processus de défaillance. Donc, les sites, vous pouvez les retrouver en point vert sur cette carte à droite. Voici donc, à partir de l'échantillon issu de la base de données, quelques résultats déjà à l'échelle globale, à l'échelle des techniques sur les fréquences de défaillance. Donc, on a ici les 9 techniques qu'on a pu traiter durant ces travaux. Elles sont classées en fonction du pied de berge, de leur positionnement en berge, donc soit pied de berge, soit talus. Et également, elles sont ordonnées par ordre croissant en fonction de leur résistance théorique, donc ce sont des valeurs issues de la littérature. Et pour chacune de ces techniques, on a pu quantifier le nombre d'ouvrages défaillants en fonction du nombre d'ouvrages qu'on a dans la base de données, ce qui nous a donné une fréquence de défaillance qu'on retrouve ici. Ce qu'on peut voir, c'est que cette fréquence de défaillance, elle est rarement supérieure à 22%. Donc, si on lit le chiffre dans l'autre sens, ça veut dire que dans environ 80% des cas, finalement, ces techniques de génie végétal répondent à la question et aux besoins de stabilisation de berge. On peut voir que la technique la plus touchée, ça va être la fascine de Saule. Donc là, on retrouve une illustration de fascine de Saule juste à sa réalisation en pied de berge. Et donc, cette fascine de Saule, elle présente la plus grande fréquence de défaillance, mais ça ne veut pas forcément dire, d'après notre analyse, que c'est la technique la plus fragile. C'est probablement avant tout que c'est la technique la plus utilisée en France métropolitaine, d'après la base de données. Et également, c'est une technique qu'on retrouve en pied de berge et qui a une résistance théorique assez forte. Donc, elle est probablement positionnée dans des milieux contraints de façon assez régulière et donc sujette à des possibles défaillances. Et on voit d'ailleurs que c'est le cas avec les mêmes conclusions qu'on peut apporter sur les 3 techniques qui présentent les plus grandes fréquences de défaillance, que sont les caissons, les fascines de Saule et le tressage. L'objectif de la thèse également, ça va être d'amener dans le futur à baisser ces fréquences de défaillance, parce que c'est un peu le premier jeu de données qui nous a permis d'établir ces chiffres, et donc on pourrait imaginer voir une certaine potentielle évolution, en sachant qu'il restera toujours l'aléa du vivant et lié aux événements exceptionnels, bien sûr, qui pourront apporter de la défaillance. Maintenant, si on va plus dans le détail et qu'on regarde pour chaque technique les différents types de défaillances qui ont eu lieu, on obtient ce genre de représentation. Et donc, plus notre case grise va être foncée pour une technique donnée, plus elle va être touchée par cette fréquence de défaillance. Si on prend un exemple assez simple avec la ligne supérieure, le géotextile, qui est complètement foncé, il est touché à 100%, et on le voit uniquement puisqu'il n'y a pas d'autre carré, par finalement l'érosion de surface. Donc, ce qu'on peut tirer de ces données déjà, c'est que l'ensemble des techniques, vous pouvez le lire par ligne, hein, on voit le géotextile correspond à cette ligne-là, et ainsi de suite. Donc, on voit que l'ensemble des techniques sont touchées par la mauvaise reprise de la végétation. Donc, on peut imaginer que ce sera un élément clé à traiter pour améliorer la résistance de ces ouvrages. On voit également que les techniques qui sont touchées par les destructions partielles sont souvent des techniques qui nécessitent plus d'ingénierie, plus de construction au moment de la réalisation. L'ensemble des techniques qui sont plutôt positionnées en talus vont, elles, être moins soumises à tout ce qui va être phénomène d'érosion. Et finalement, on retrouve nos 3 techniques donc, qui étaient de manière générale le plus soumises qui sont soumises à des plus hautes fréquences de défaillance, qui sont également les techniques les plus soumises à l'érosion en pied de berge, qui sera donc un point clé tout au long de cette présentation. Finalement, ce graphique nous permet aussi, d'un point de vue opérationnel, en fait, de pouvoir chiffrer pour la première fois les probabilités de défaillance d'une technique par rapport à une défaillance donnée. Donc là, par exemple, la bouture, si on vient mettre un ouvrage type bouture, on sait qu'il y a 4% de chances que cet ouvrage nouvellement posé, à partir des techniques actuelles qui ont été réalisées ces 20 dernières années, donc cet ouvrage a 4% de chances de ne pas reprendre à cause d'une mauvaise reprise de la végétation.
Maintenant, si on regarde plus ce qui se passe au niveau de chaque technique, mais de manière générale, en se concentrant vraiment uniquement sur les défaillances, on va avoir les défaillances qu'on a classées plutôt comme défaillances mécaniques et les défaillances qu'on a classées plutôt comme défaillances associées à la reprise de la végétation. On va avoir donc tout ce qui est de l'ordre de la destruction des ouvrages. Donc souvent, comme vous le voyez sur cette image, ici on a une fascine qui se retrouve isolée au milieu de la rivière. Et donc, la destruction, souvent, c'est quand on vient sur site et qu'on n'est plus en mesure d'expliquer la succession de phénomènes qui s'est passée finalement, et on voit juste que l'ouvrage ne joue plus son rôle. Et on va avoir, dans un second temps, tout ce qui est associé au phénomène d'érosion. Et finalement, c'est des phénomènes d'érosion qui vont avoir lieu autour des ouvrages. Donc, par exemple, l'érosion qu'on retrouve beaucoup, dans 45% des cas de défaillance, ça va être l'érosion en pied de berge. Je vous présente par exemple ici une érosion. Donc, on voit qu'il y a eu du transport sédimentaire sous notre fascine et que notre fascine, elle se retrouve donc perchée et plus en mesure de tenir le pied de berge. On a aussi l'érosion en extrémité d'ouvrage qui arrive régulièrement. Donc, ici, on a une fascine et en fait, au bout de cette fascine, on va avoir une anse d'érosion qui s'est créée avec en plus ici un point de rugosité qui a probablement facilité également la création de cette anse d'érosion. Et donc, ces érosions, si elles ne sont pas stabilisées quelque part, vont pouvoir à terme potentiellement mener à la destruction totale de l'ouvrage. Maintenant, si on regarde les éléments similaires associés à la mauvaise reprise de la végétation, on va voir qu'on a un certain nombre de paramètres abiotiques qui peuvent jouer sur cette reprise, tels que l'ennoiement, l'assèchement, l'ombrage. Donc à gauche ici, vous avez une fascine ennoyée avec un calage qui est trop bas, donc la végétation n'a pas pu reprendre, et à droite, un lit de plançon qui est asséché. On a également une suite une grande quantité d'ouvrages, on est à 27% des ouvrages défaillants qui sont concernés, où on a l'impossibilité de la reprise de la végétation qui va être associée à l'absence de contact avec le substrat. Donc finalement, assez logiquement, si on a des phénomènes érosifs, la végétation n'est plus en contact avec la berge et donc elle ne peut pas reprendre et venir jouer son rôle stabilisateur. Donc ici, l'exemple d'une fascine qui a été un problème associé plutôt à la réalisation et qui n'a pas pu reprendre. Et pour finir, on va avoir les effets de concurrence. Donc, il y a l'ombrage, mais il y a aussi les différents effets de concurrence entre espèces ou d'usage des sites. Avec, donc là, on imagine une fascine en pied de berge. Et au-dessus, on a de la renouée. Et donc, cette fascine en pied de berge arbustive en saule n'a jamais pu reprendre. Voilà, donc fort de ces résultats sur les différents types de défaillances, je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe du côté des processus à travers les expérimentations en modèle réduit. Donc, côté modèle réduit, le modèle il fait 10 mètres de long et nous on travaille sur une section de 6 mètres. Donc la partie amont, les premiers mètres correspondent en fait à un espace qui est remis en l'état à chaque fois avec de la recharge sédimentaire et donc les sédiments peuvent durant l'expérimentation être prélevés sur cette partie amont et influer dans le système. La spécificité de cette expérimentation, c'est qu'elle a été faite avec rigueur en termes de mise en similitude, puisqu'on s'est basé sur 25 sites de référence pour aboutir à ce design. Donc, les 25 sites, sur chacun des sites, en fait, on a des ouvrages de génie végétal qui sont présents en méandre. Et on a pu, c'est plutôt des sites de piémont, avec de la végétation peu cohésive. Et sur la base de ces 25 sites, en ayant également les informations hydrauliques des différentes crues, on a pu dimensionner ce modèle réduit. Dans chaque essai, on avait la technique, donc on a 3 méandres, et donc pour chaque essai, on avait la même technique qui était mise en œuvre dans chacun des 3 méandres, ce qui veut dire que finalement, par essai, on avait 3 réplicas pour une même technique. Voilà, donc l'échelle de dimensionnement géométrique était l'échelle à 25e. On s'est basé sur une similitude de Foot pour le dimensionnement des écoulements et de Shields pour assurer le transport solide. Et donc, on est sur des berges sablo-graveleuses peu cohésives, avec une granulométrie étendue, et ce, malgré la mise à l'échelle. Et également, la cohésion, c'est extrêmement complexe de garder les correspondantes en termes de similitude, donc en termes de force, lorsqu'on travaille en modèle réduit. C'est pourquoi on a choisi de ne pas mettre de végétation ni d'effet de cohésion dans ce canal. Et donc, en fait, si on regarde par rapport aux applications de terrain, on se place vraiment dans le cas le plus fragile de la berge, c'est-à-dire juste après réalisation des ouvrages, avant que la végétation elle est plus optique. On a réalisé un total de 8 essais
avec 4 configurations de pieds de berge différentes et à chaque fois avec et sans géotextile. Ce qui est schématisé ici. On va avoir une configuration sans aménagement de pieds de berge, une configuration avec un petit enrochement qui fait la hauteur de la double fascine, une fascine simple, notre fagot, nos pieux, et une fascine double avec les 2 épaisseurs de fagot. Pour ces essais, à chaque fois, on a mesuré la topographie avant et après expérimentation par photogrammétrie dans différentes zones définies, donc le lit et la berge, par exemple. Et on a mesuré la pression en berge pour pouvoir estimer l'impact des différents processus associés à l'érosion, qui correspond à la toute première slide, presque je vous avais, au graphique de la toute première slide que je vous avais présenté. Et finalement, on a réalisé des observations directes. Je vous propose maintenant une petite vidéo d'un méandre avec une expérimentation. On est sur une fascine simple avec géotextile. Le long des flèches, là, vous pouvez voir le transport sédimentaire qui a lieu. Donc, en intrado, on a plutôt des dépôts de matériaux fins. Et en extrado, vous pouvez voir qu'il arrive déjà des plus gros matériaux qu'on distingue parce qu'ils sont colorés. Donc, ils montrent bien le départ de matériaux plus fins qui laissent apparaître ces plus gros matériaux. On a une crue en canal qui fait 2h30, donc montée rapide, un palier et ensuite descente plus lente. C'est une crue de plein bord qui correspond en fait à la Q2 sur nos terrains, nos 25 sites de référence. Et ensuite, on a la décrue plus lente qui se met en place. Assez rapidement, la décrue, ça rend visible tous les phénomènes de défaillance qu'on va avoir. Donc, on va avoir les érosions d'extrémité. On voit les agrafes qui sont apparentes. Ce n'est pas qu'elles sont remontées, c'est vraiment qu'il y a des sédiments de la berge qui se sont érodés. Les sédiments ne peuvent pas passer au travers, donc ils sont passés ailleurs, comme je vais vous l'expliquer plus tard. Et on a finalement l'érosion en pied de berge. Là, on voit qu'il n'y a plus de sédiments sous notre fascine. Voilà, donc en comparaison, ça c'était l'état initial et on voit bien qu'on a nos sédiments qui allaient jusqu'au milieu de la fascine. Donc, si je redétaille les processus de défaillance qui ont amené en fait à ce que la berge ne soit pas complètement stabilisée dans cette configuration, on a des processus qui ont lieu en 3 étapes. En premier lieu, on va avoir une érosion en pied de fascine. Donc là, on est dans une photo qui représente après expérimentation, puisque avant expérimentation, on avait bien des sédiments jusqu'au niveau de la fascine. Donc en premier lieu, on a une érosion en pied de berge. Ensuite, on va avoir le glissement sous le géotextile des matériaux dans la fosse d'affouillement, qui ensuite peuvent être transportés plus à l'aval. Et pour finir, on va avoir la chute du pieu ou la fascine qui va se retrouver isolée. Et là, on comprend bien que la végétation, si ça a lieu juste après implantation de l'ouvrage, ne pourra pas reprendre. On a donc des résultats qui sont globalement en accord avec le terrain, malgré l'absence de cohésion dans le chenal. On voit bien que c'est vraiment le phénomène de transport solide qui va être dominant dans nos configurations. Et c'est confirmé par le fait qu'on n'ait pas d'effet associé à des surpressions en berge dans nos mesures. Donc, pour aller plus loin et voir quelques implications au niveau du dimensionnement, je vous propose également quelques résultats quantitatifs associés au chenal pour les différentes techniques. Donc, je vais vous présenter ici juste les résultats qui sont associés au changement de topographie avant et après crue. On va voir donc pour chaque configuration l'état du lit donc, sur une section à travers en méandre, en trait continu avant la crue et en trait tiré après la crue. À gauche, on a l'intrado, à droite, on a l'extrado, avec donc à droite, à chaque fois, l'ouvrage de pied de berge. Ici, on est dans la configuration sans géotextile. Et les grandeurs que vous pouvez voir, ce sont donc les changements de hauteur caractéristiques avant-après crue qui ont été remis à l'échelle du prototype. Donc, on a nos 4 configurations, pas de protection, enrochement, fascine, fascine double. Et on va avoir 3 phénomènes, donc de l'érosion en berge extrado, création d'une fosse d'affouillement et le dépôt en intrado dont je vais vous parler. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'en l'absence de géotextile, on a une érosion très forte en berge et un dépôt important en intrado. Ça va correspondre en fait à un déplacement latéral vers l'extrado du chenal, qui est un phénomène connu dans l'évolution naturelle des rivières en méandre. Et ce, malgré la présence d'ouvrages de pied de berge. Maintenant, si on regarde les résultats similaires, cette fois-ci en présence de géotextile, on peut voir donc en comparaison très nettement les érosions de berge et donc l'objectif de stabilité de berge est bien mieux satisfait en présence de géotextile qu'en absence de géotextile.
On va avoir par contre, donc, lorsque notre berge est stabilisée et à une pente plus pentue, on va avoir une fosse d'affoulement qui va être plus profonde. C'est-à-dire que plus on stabilise, plus on a une fosse d'affoulement qui est profonde. Et donc, d'après ce qu'on a vu sur les processus juste avant, ça veut dire que plus il va falloir stabiliser notre pied de berge pour s'assurer du maintien de cette berge. Et finalement, la présence de la forte fosse d'affoulement, de la profonde fosse d'affoulement, fait qu'on va avoir des dépôts plus faibles en intrado de méandre avec géotextile que sans géotextile. En tout et pour tout, c'est la configuration de la double fascine qui apporte les meilleurs résultats en termes de stabilisation de berge, mais aussi les plus grandes fosses d'affoulement. Et si on compare ces résultats avec ceux de l'enrochement, qui sont finalement des résultats assez proches, la seule nuance, en fait, c'est que pendant l'expérimentation, à la fin, quand on avait le développement important de la fosse d'affoulement, les enrochements sont pour partie tombés dans la fosse d'affoulement, là où la fascine était retenue par ses pieux, par l'ancrage. Et donc, on a de l'érosion qui est apparue en fin d'expérimentation. On n'avait pas sur la fascine. Finalement, en synthèse de ces résultats, donc plus on a une érosion de berge qui est forte, plus on va avoir un dépôt en intrado qui est fort, configuration sans géotextile, avec notre rivière qui va se décaler malgré la présence de l'ouvrage de pied-berge. Et on voit que si plus on a une érosion de berge qui est faible, plus on va avoir une fosse d'affoulement qui va être profonde. Et donc, plus il va falloir venir stabiliser ce pied de berge, configuration avec géotextile. Je pense qu'avec ces éléments, vous avez donc pu comprendre l'importance qu'il y a à avoir à stabiliser ce pied de berge au niveau de reprise de la végétation. Et je vais donc maintenant vous présenter comment est-ce qu'on a pu estimer ces profondeurs d'affoulement en méandre et quelle est la contribution apportée par les systèmes racinaires en berge. Donc, l'estimation de l'affoulement en méandre est essentiellement basée sur un travail de synthèse bibliographique qui a été réalisé avec Natacha Fructus, donc, qui était sous ma supervision en stage de M2. Durant ce travail, donc, on a pu redéfinir l'affoulement en méandre. Donc, on voit bien que c'est vraiment un phénomène qui est associé au transport sédimentaire, au transport de particules. Dans le cadre de ce travail bibliographique, on a pu rassembler 11 formules sur la base de la littérature. Et pour chacune des formules, on a pu recenser l'historique et la manière dont elles ont été conçues. Sur la base de ces éléments, il a été possible de redonner les limites d'application correspondantes. En termes d'application pour le dimensionnement du génie végétal, ça a permis de créer une feuille de calcul que chacun peut utiliser pour ses travaux plutôt d'ingénierie. On a redonné des ordres de grandeur d'affoulement associés à des grandeurs géométriques des rivières. Et finalement, on a produit quelques recommandations vis-à-vis du génie végétal. Maintenant, côté berge et côté processus de stabilisation plutôt, on a donc regardé ce qui se passait au niveau des systèmes racinaires de ces saules. Et on a cherché à mesurer et à quantifier la densité racinaire qu'on va avoir sur cette zone de fragilité. Donc, ça se fait possiblement par des mesures de terrain et également par du modèle numérique que je vais détailler dans un second temps. Donc, c'est des mesures qui sont très communes en sciences forestières et en agronomie, mais très peu utilisées dans le cadre des sciences en hydraulique fluviale, finalement. Elles se basent sur un comptage manuel, donc ça prend du temps. Donc là, on a eu la chance d'avoir des chantiers en parallèle, ce qui nous a permis d'avoir des pelleteuses à disposition pour pouvoir créer des tranchées et venir mesurer ces systèmes racinaires. Donc, ces systèmes racinaires, on vient les mesurer à la main. Et en fait, on vient positionner dans la tranchée un cadran qui fait 1 mètre par 1 mètre, qui est redivisé en petites cases. Et dans chacune des cases, on vient mesurer le diamètre et le nombre de racines qu'il y a. Et comme ça, on a en fait la densité racinaire, donc la répartition racinaire en latéral et en verticale par rapport au tronc pour chaque individu. Donc ça, c'est l'ensemble des individus qui ont été traités dans l'étude. Et au total, on a mesuré plus de 2000 racines. Je vais vous présenter uniquement des résultats associés à 2 types de saules et d'âge de saules qu'on a répertoriés faute de temps. Donc je ne vais pas vous présenter l'ensemble de l'étude dans cette présentation. On a fait nos mesures de terrain. Donc ça, c'est voilà à quoi ressemblent des saules. Donc à gauche, on a notre système racinaire de saules sur les drances, donc des saules plus âgés, plus développés,
qui ont plus de 12 ans, et à droite, des saules plus jeunes qui peuvent avoir entre 8 et 10 ans, qui sont sur la bonne. Voici donc la densité racinaire qui va correspondre à chacun de ces saules. Vous avez en couleur la contribution de chacun des diamètres racinaires pour cette densité. Chaque ligne noire va correspondre à un individu mesuré. Et donc, la densité racinaire est exprimée en fonction de la profondeur. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que dans nos deux configurations, à gauche sur les saules plus anciens pour les drances et à droite sur les saules plus jeunes sur la bonne, on a des systèmes racinaires qui vont aller dans nos milieux jusqu'à la nappe. On va avoir une densité racinaire qui va être plus importante globalement sur les 30 premiers centimètres, dans nos deux cas. Et également une petite réaugmentation de la densité racinaire, une vingtaine de centimètres au-dessus de la nappe, donc probablement lié au lien justement de la présence de cette ressource en eau, qui est possiblement un facteur contrôlant cette croissance racinaire dans ces milieux pour les saules. On voit bien que sur les saules plus âgés, on va avoir la contribution des racines à gros diamètre qui va être plus forte, donc des racines jaunes. Donc ça semble assez cohérent finalement. Nos saules sont plus anciens, ils ont des racines plus grandes et donc ils viennent avoir une contribution plus forte en termes de densité racinaire. Et donc, en synthèse, on voit qu'on a nos saules à chaque fois qui avaient des ancrages qui vont jusqu'à la nappe. En termes d'implication pour le génie végétal, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on a des phénomènes érosifs qui ont lieu, malgré tout, le sol pourra rester en présence et reprendre, parce que ça fait partie de ses capacités. Et on a globalement un renforcement qui est assez fort en vertical sur les 30 premiers centimètres et également, je ne vous l'ai pas présenté ici, en latéral. La limite de toutes ces études et de ces prises de mesure terrain, c'est que c'est destructif et c'est extrêmement fastidieux à réaliser. Il est donc possible et serait intéressant de pouvoir travailler en modélisation numérique. Donc pour ce faire, on a collaboré avec des collègues de l'EPFL, Giulio Calvani et Paolo Perona, à l'utilisation de modèles numériques qui permettent d'estimer la densité racinaire, notamment dans le cadre de végétation en berge de rivière. Donc, ils ont utilisé un modèle indé, qui est le modèle de tronc étal 2014-2015, qui a été déjà calibré. Et nous, on a effectué un test de validation donc pour voir l'utilisation de ce que donne le modèle finalement par rapport à nos données mesurées que je vous ai présentées juste avant. Ce modèle, il fait quoi? Il fait une distribution racinaire en fonction de la distribution statistique des niveaux d'eau. Donc, vraiment, on est dans un contexte tout à fait adapté à des berges de rivière. En termes de résultats, à gauche, on a toujours nos saules plus âgés sur les drances et nos saules plus jeunes sur la bonne. En bleu, vous avez la distribution statistique des niveaux d'eau. Donc, à chaque fois, elle a été recalibrée pour être localisée au niveau des sites de mesure. Et en marron, vous allez avoir tout ce qui est afférent à la densité racinaire. Les points, ça va être nos données. Et la courbe, ça va être la distribution racinaire proposée par le modèle, donc sur la base de ces informations liées au niveau d'eau. Et on est à nouveau en fonction de la profondeur. On peut voir donc que les densités racinaires, finalement, qui sont proposées, que ce soit sur les drances ou sur la bonne, nous donnent une première bonne tendance, on va dire, et assez en adéquation par rapport à nos mesures, et ce, malgré la simplicité du modèle mis en œuvre, notamment si on pense en termes de profondeur, qui est une information intéressante pour le génie végétal, jusqu'à quelle profondeur ces racines vont. On voit qu'on a des tendances assez similaires entre nos mesures et les résultats prédictifs proposés par le modèle. On a dans les limites, c'est qu'on va avoir sur ce modèle très simple uniquement des informations vis-à-vis du développement vertical des racines, et donc il va nous manquer des données pour un développement de modèle 2D avec plus de paramètres. Finalement, donc on connaît maintenant mieux la répartition racinaire des saules dans ce secteur de fragilité qu'est le pied de berge, et on cherche à estimer le renforcement du sol par les racines. Donc, estimer le renforcement du sol par les racines, ce sont également des méthodes qui sont régulièrement utilisées en sciences forestières, mais avec l'utilisation de d'autres équations que celles qu'on a pu utiliser, puisque nous, c'est vraiment les phénomènes associés au transport sédimentaire qui sont moteurs dans la défaillance de nos ouvrages. Donc, on essaie de trouver une équation qui soit en adéquation finalement avec ce qui se passe sur le terrain, selon nos observations.
Et donc, on a calculé la modification de la contrainte tractrice qui va être associée à la présence de ces systèmes racinaires. C'est une équation qui est issue d'un travail réalisé par Pasquale et Peronna en 2014. Donc là, je vous montre à nouveau les résultats en fonction de la profondeur de l'estimation du renforcement racinaire pour nos sols plus anciens sur les dranses et les plus jeunes sur la bonne, à droite. Et on voit, donc pour les sols plus anciens qui avaient une densité quand même nettement plus forte, on a un renforcement racinaire estimé à 10%, et pour l'autre cas avec les sols plus jeunes, on a un renforcement racinaire estimé seulement à 1%. Et ce qu'on peut estimer au regard également de notre expertise, c'est que ces valeurs nous paraissent assez nettement sous-estimées, puisque lorsqu'on a une berge qui est stabilisée par de la végétation, on peut imaginer que le renforcement soit bien plus fort que ce qui est donné par ces valeurs. Donc, cette équation qu'on a utilisée, issue de la littérature, on imagine qu'elle sous-estime globalement le renforcement. Donc, on recommande la méfiance quant à son usage. Mais il faut savoir également que c'est une équation qui est largement basée sur de nombreuses hypothèses qui sont discutées elles-mêmes dans le papier de Pasquale et Peronna. Et finalement, on peut apporter, pour avoir un cadrage global des implications qu'on pourrait avoir sur la base des systèmes racinaires pour le dimensionnement du génie végétal. On peut imaginer, connaissant ce renforcement du sol par les racines, estimer les effets sur les érosions de berges pour de futurs ouvrages, avec un développement de végétation donnée et avec une crue donnée. Donc, ça permettrait d'estimer les érosions pour des cas spécifiques et donc de justifier d'un dimensionnement. Ce travail n'a pas été réalisé, puisqu'il va trop loin par rapport aux résultats qu'on a pu avoir. Pour finir, je vous propose donc de regarder quelques prescriptions opérationnelles qui donnent suite à l'ensemble de ces éléments apportés par les deux premiers axes. Donc, en premier lieu, je vous propose un cas d'étude associé à la modification des structures. Donc, si vous vous souvenez de l'ensemble des types de défaillances qu'on a pu présenter durant le premier axe, on peut imaginer que si on met des modifications de structure en face de chacune de ces défaillances, on a vraiment un panel de possibilités qui va être important, tant sur la forme de l'ouvrage que sur l'adaptation associée à la reprise de la végétation. Et donc, on s'est concentré pour ce cas d'étude sur le phénomène d'érosion de pied de berge et l'absence de substrat qui mène à la mauvaise reprise de la végétation. Donc, dans le cadre de la thèse, on a pu faire un retour d'expérience terrain sur des ouvrages. Et j'ai pu moi-même faire un appui au dimensionnement et à la réalisation sur 8 de ces 10 ouvrages. Donc, à gauche, vous avez un cas d'étude sur le torrent du Chine dans le 0,5, de tronc avec souche, et à droite, un cas d'étude sur la fascine double. Donc, quand on parle de dimensionnement de ces ouvrages de pied de berge, on va parler de leur profondeur, de leur localisation exactement latérale, et également du calage vis-à-vis de la partie vivante de la végétation, puisque c'est elle quand même qui va se renforcer dans le temps et donc renforcer notre stabilité. Donc là, on a un tronc sur une fascine morte, et à droite, on va avoir une fascine vivante sur une fascine morte avec pareil un ouvrage vivant en berge, et on voit même qu'à droite, on est dans le cas d'un ouvrage hydraulique. Même configuration, donc à gauche, tronc avec souche. Ça, c'est l'expérimentation durant le chantier donc, des plans que vous avez pu avoir au préalable. On a donc des troncs avec souche qui sont sur la fascine, dans la berge. Et ici, on est au stade où la fascine morte a été enterrée et par-dessus, on a la fascine vivante qui est en train d'être montée avec la présence de matériaux gravelotéreux. Et voici les résultats, donc les configurations après travaux. On a ici nos souches qui sont vraiment affleurantes du niveau d'eau avec le lit de plan et plançon au-dessus. Et à droite, on a notre fascine vivante qui a complètement repris. Et donc, dans ces deux configurations, on peut imaginer que si on a un phénomène d'incision qui vient se mettre en place, on va avoir un enfoncement finalement du lit et malgré tout, la berge va être protégée par ces structures sous-jacentes. Voilà, je vous propose maintenant donc, de prendre un petit pas de côté et de repasser un certain nombre d'éléments aussi qu'on a pu voir durant la thèse grâce à la présentation des ateliers d'intelligence collective. Donc, on a réalisé une journée qui a rassemblé à peu près 13 experts de différents horizons, gestionnaires, praticiens, personnes qui réalisent les travaux. Et on a repassé avec eux finalement à peu près la même démarche que celle qui a été développée dans la thèse. C'est-à-dire que pendant un premier atelier, on a listé les problématiques techniques et leurs effets sur les ouvrages, qu'on a ensuite catégorisées. Dans un second atelier, on a défini les réponses à donner à chaque problématique. C'est l'ensemble de nos post-it colorés. Et dans un dernier atelier, on a demandé à chacun d'estimer en relatif la fréquence, la gravité, le besoin de retour qui va finalement entourer chaque catégorie.
Je vais vous présenter les résultats, donc qui sont associés plutôt aux ateliers 1 et 3, et les solutions techniques proposées pour chaque catégorie, elles sont détaillées dans l'article correspondant à ces travaux. Donc, ont été retenues 8 catégories qui sont ressorties comme plus graves et plus fréquentes pour la défaillance des ouvrages de génie végétal. On va avoir en premier lieu les effets associés au diagnostic hydromorphologique qui est incomplet, avec des conséquences plutôt graves reconnues sur les ouvrages. Et donc, ça nous rappelle également, en découle les effets associés à des calages verticales erronés et à des affluements qui vont être non traités. Donc, à chaque fois, eux, ils ont des fréquences et des gravités importantes. On voit que ça correspond également à nos résultats finalement quantifiés qu'on a pu avoir dans les 2 premiers axes de la thèse. Ensuite, on a l'absence de diagnostic environnemental, qui est quelque chose qui arrive fréquemment dans le cadre du dimensionnement d'ouvrage de génie végétal, et lui qui va avoir des effets potentiellement importants, par contre, sur le choix des espèces qui peut être négligé. Finalement, on va avoir tout ce qui est associé au choix des techniques inadaptées, ce qui est assez étonnant parce qu'il y a un large panel quand même de littérature qui existe sur le sujet. Des questions d'entretien qui sont très rarement traitées, notamment dès la phase de conception. Et une planification inadéquate, pareil, qui n'est pas forcément réajustée en fonction de l'évolution du projet. Donc, ce pas de côté nous permet de voir les différents... permet de nous voir donc, les implications en fait, qu'est-ce qui peut mener aux défaillances des ouvrages de génie végétal avec un regard de personnes qui ont de l'expérience autour de ces techniques et en regardant également pas uniquement la conception, mais aussi la réalisation et le suivi qui va en découler. Ce qui est intéressant, c'est que ces experts, finalement, forts de leurs connaissances, nous donnent des résultats qui sont assez proches de ce qu'on a pu quantifier durant la thèse. Et donc, on a des éléments plutôt en cohérence avec ce qu'on a pu étudier. Dans la suite, je vous propose donc de finir avec quelques mots de conclusion. Cette thèse, elle a permis, de manière générale, d'apporter des éléments quantitatifs, tant sur la connaissance des défaillances que sur le dimensionnement du génie végétal, à des éléments qualitatifs qui étaient déjà existants, notamment à travers l'expertise. Ça a été pour moi l'occasion de travailler en interdisciplinarité. J'ai dû mobiliser des ressources en hydraulique fluviale, en sciences du sol, en écologie par exemple. Et ça a été également l'occasion de travailler avec diverses méthodologies, puisqu'on est allé voir ce qui se passe sur le terrain, tant en termes de mesures pour les racines, de retour d'expérience, à la fois également en modèle réduit, et avec une approche un peu différenciée par l'animation des ateliers en intelligence collective. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir une approche, une réponse un peu exhaustive aux questions scientifiques qu'on s'est posées, en changeant les points de vue, et de pouvoir mettre en exergue aussi certains points qui reviennent régulièrement. Et finalement, ces travaux s'incluent donc dans un fonctionnement de recherche appliquée, de par leur montage et leur réalisation. Et ça nous a permis de réaliser beaucoup de travaux qui n'auraient pas été possibles autrement, et également de déjà mettre en place finalement certaines solutions qu'on propose dans le cadre de la thèse. Je vais finir avec quelques perspectives de la suite de tous ces travaux qui ont ouvert finalement beaucoup de questions au regard du travail réalisé. Donc, des perspectives qui sont en lien avec la stabilisation du pied de berge. Donc, le travail notamment sur les affluements qui a été commencé, qui est un travail bibliographique. Il serait intéressant de pouvoir comparer à des mesures de terrain ce que peuvent nous donner les formules, de pouvoir définir sur la base des mesures de terrain également s'il y a des paramètres clés qui ressortiraient pour la connaissance de cet affluement, voire même aller jusqu'à l'établissement de nouvelles formules, parce qu'on a vu que les formules étaient extrêmement disparates, avec des limites de zones d'application qui étaient parfois complexes à saisir, et ce, notamment grâce aux nouveaux outils, que ce soit de mesure ou d'acquisition de données. Et donc, ce qui est super, c'est que Natacha Fructus, qui a fait son M2, a été emballée par le projet, et donc elle continue maintenant en thèse. Donc, elle a pu, sur la base de ses travaux, continuer à commencer à traiter ces thématiques. Ensuite, on a ouvert un sujet sur l'utilisation d'ouvrages bois pour la stabilisation de pieds de berge, qu'on a pu tester finalement sur le terrain, mais il faudrait maintenant pouvoir travailler notamment à la réalisation d'expérimentations en modèle réduit avec ces ouvrages bois, voire redéfinir peut-être leur forme, leur profondeur, leur dimensionnement, et également ça pourrait être couplé avec des travaux en modèle numérique. On voit que l'insertion de ces souches, en fait, elles vont forcément avoir un impact sur les écoulements, qui est quelque chose de nouveau finalement dans cette zone, et donc ce serait intéressant de pouvoir couper modèle réduit, modèle numérique, voire même suivi de terrain,
pour pouvoir imaginer l'impact que peuvent avoir ces structures. Un peu en décalage, mais toujours en lien avec le bois, il serait intéressant également de mener des travaux sur la durabilité du bois et spécifiquement sur la durabilité du bois qui va être du bois de ripisylve, qui est celui qui est disponible sur nos sites de travaux, pour ne pas avoir à importer du bois de l'extérieur, et comment est-ce qu'il va vivre en étant enterré dans les sédiments et en étant immergé de manière continue, finalement. Donc là, c'est pareil, il y a déjà des travaux qui ont été faits en sciences forestières, mais qui serait certainement intéressant de poursuivre dans nos cas d'études. Et l'ensemble pourrait être aussi repensé autour du cas des épis et des ouvrages en travers. Les épis, il y a énormément de littérature qui existe dans le génie civil, mais finalement, sur les épis en structure végétale, c'est beaucoup plus creux. Et donc, il y a tout un tas de questions, puisque les épis peuvent prendre différentes formes, différentes densités qui seraient à traiter. Et finalement, pour la stabilisation du pied de berge, donc on a traité un peu de la thématique des systèmes racinaires en milieu alluvionnaire. On a vu que la prise de données était complexe, donc il serait intéressant de la continuer pour pouvoir apporter des développements aux modèles numériques qui sont 2D et en cours de développement par ailleurs par des collègues scientifiques. Et donc ça, on pourrait imaginer utiliser justement le fait qu'il y ait régulièrement des chantiers pour pouvoir accéder plus facilement à la réalisation de tranchées par des pelles mécaniques. La formule de renforcement racinaire serait donc à revoir et à reprendre, donc en retravaillant toutes les hypothèses qui ont été notamment citées par Pasquale et Perrona dans leurs travaux, avec des mesures à réaliser sur de la végétation qui est plus développée, par exemple, entre autres, et sur des plus longues durées, au niveau des mesures d'érosion correspondantes. Et on a vu l'importance pour le génie végétal du développement des racines pivots, mais on ne sait pas si, dans le cadre de bouture ou de transplantation, ces racines pivots se développent également ou pas. Donc, on pourrait imaginer utiliser, par exemple, les boutures que Juliette a mis dans sa thèse mais n'a pas arrachées. On pourrait imaginer revenir dans 5-10 ans, faire des transects et regarder si elles ont développé ou pas ces racines pivots. Et en conséquence, peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur les graines et de se dire que finalement, si on vient directement mettre des graines, le système racinaire n'étant pas modifié, on aurait un développement plus fort de ces racines pivots pour le génie végétal. En ingénierie, et notamment suite aux ateliers d'intelligence collective, on a des questions qui ont été soulevées beaucoup au niveau des espèces plutôt. On a tendance à adapter le sol aux espèces et on se rend compte que c'est limité au niveau chantier en termes de coûts et puis finalement en termes de pérennité. Donc, il serait peut-être intéressant d'avoir la réflexion inverse. Et là-dessus, il y a un manque important de billes au niveau de quelles espèces choisir par rapport au type de sol, par rapport à la rivière. Beaucoup de questions ont été ouvertes autour du changement climatique, également autour des herbacées, où finalement, même si on connaît le mélange grainé qu'on vient mettre en œuvre dans le cadre de nos ouvrages, souvent la réponse en termes de croissance, elle ne correspond pas du tout à ce qu'on aurait attendu. Donc, il serait peut-être intéressant de faire des tests en 2 par 2 sur des effets de concurrence ou sur des effets de succession de ces espèces végétales. Une autre question qui a été ouverte par ces ateliers et également par des collègues, c'est la responsabilité des ouvrages post-chantier. Donc là, on est plutôt sur une thèse au niveau juridique, certainement, qui serait pertinent, le plus pertinent en termes de fonctionnement pour faciliter l'utilisation de ces ouvrages. Qui devrait prendre finalement les premières garanties, qui devrait être responsable en cas d'ouvrage extrême avant reprise de la végétation. Et pour finir, nos cas d'études se sont globalement présentés dans des berges peu cohésives qui correspondent plutôt à nos territoires de Piémont et des Alpes, et aussi pour des raisons de faisabilité. Et donc, il serait intéressant de refaire ce travail avec de la cohésion, et notamment pour pouvoir aussi représenter d'autres zones géographiques, notamment des zones plus de plaine, qui ont plus de matériaux plus fins et des limons dans leur site et dans leurs berges. Voilà. Avec ces quelques mots, je vous remercie donc pour votre écoute passionnée. Je remercie également tous les collègues pour ces 3 très belles années et pour le soutien que chacun a apporté, que ce soit au quotidien ou dans le travail, puisque je n'aurais pas pu faire tout ça toute seule. De loin pas, évidemment.